Juste avant de passer la parole à Eric, on fait passer des, si vous souhaitez, vous soutenir les propositions, recevoir des, on pourra faire quoi, des informations. Donc Eric va nous parler. Peut-être avant que je prenne la parole, il y a peut-être des réactions suite à ce que vient de dire madame. Après, vous ayez oublié parce que je peux être très bavard et faire partir dans différents sujets. 15 minutes, 20 minutes, 15 minutes. Bon, ben là. Non, mais je respecterai ça, mais j'ai déjà beaucoup d'informations. Non, mais si vous avez peut-être des réactions sur ce que vous avez. Moi, je suis plutôt dans le témoignage. Bon, bah, Moi, je voudrais juste dire que dans les Bouches-du-Rhône, il se passe des choses que madame ne connaît pas, donc on l'expliquera tout à l'heure. Moi, je voudrais juste préciser qu'à Vauvenargues, les aides-soignantes qui sont syndicalisées CGT, elles sont 2. On est allé les soutenir au mois de juillet. C'est plus des menaces. Elles sont en voie de licenciement, les 2, de l'établissement. La direction a profité de l'été pour mettre en route la procédure. On a le témoignage aussi de l'aide-soignante qui était sur la liste de Yann pour les européennes, qui avait dénoncé aussi les violences qui a été licenciée et qui ne retrouvait pas de travail. Je veux juste préciser dans ce que vous avez dit qui était très intéressant. Alors, excusez-moi, je me présente, je m'appelle Anne-Sophie et j'ai été infirmière en EHPAD pendant 15 ans et alors que je suis devenue infirmière pour m'occuper des personnes âgées, l'institution m'a plus ou moins poussée dehors et je me suis reconvertie l'année dernière. Les femmes, principalement, je parle même beaucoup plus les femmes que les hommes, arrivent parfois dans les EHPAD avec même pas l'annonce, même pas la conscience qu'elles sont là pour finir leur vie. On ne les a pas préparées, on ne leur a pas verbalisé les choses et c'est d'autant plus douloureux et violent pour elles qu'elles se retrouvent sans aucune activité entre guillemets spécifique aux femmes de leur époque, c'est-à-dire le ménage, la maison, voilà, les courses, les repas, et sans les enfants qui osent verbaliser vis-à-vis d'elles qu'elles sont là parce qu'elles n'en sortiront plus, quoi. Voilà. Et c'est aux infirmières et aux aides-soignantes de prendre ça en charge bien souvent. Une charge qui est très lourde. Très lourde mentalement, oui. Alors moi j'ai quelques pistes à vous apporter en fin de propos. Donc, je vais peut-être commencer si ça vous va. Donc je vous remercie de nous accueillir ici. J'excuse le président Pascal Chambert qui était intervenu à la fête de l'humanité l'année dernière et qui avait beaucoup apprécié les débats. Et donc c'est pour ça qu'il m'a dit je ne peux pas y être, mais empresse-toi d'y aller. Il y a des débats importants qui se créent entre nous, donc c'est pour ça que je vais vous faire un peu de magistral, j'ai bien compris, pendant 15 minutes. Et après, ça serait bien qu'on ait un temps d'échange. Donc la DEPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées. Donc parce qu'on parle que d'EHPAD, c'est pas que des EHPAD. Il y a 600 000 personnes qui sont accueillies en France en EHPAD, et il y en a 600 000 également à domicile. Donc c'est le sujet du secteur des personnes âgées dans son ensemble qui aujourd'hui a un véritable problème. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Les médias nous ont un peu tout le temps mis focalisés sur les EHPAD, puisque les EHPAD, c'est la seule chose qui est visible. Mais il y a plein de gens partout autour de chez vous, dans vos immeubles, etc. Il y a plein de gens qui sont soit seuls, soit en couple, et qui sont accompagnés tous les jours par des personnes qui travaillent à domicile, dont les conditions de travail, et madame a raison, sont beaucoup plus graves encore que celles du personnel qui travaille dans les établissements, parce qu'ils ont souvent des temps contraints, des CDD à temps partiel. Donc c'est catastrophique. Évidemment, il se pose des problèmes de la formation à domicile qui est impensable aujourd'hui. Notre association, elle a 30 ans d'existence, mais là où on a réussi notre meilleur coup, on va dire, quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, c'est d'avoir réuni autour de nous les 10 organisations syndicales, donc de la CFDT à FO en passant par la CGT. On a réuni tous les syndicats pour faire les 2 manifestations de 2018 en janvier et en mars de l'an dernier. Donc on a quand même réussi à convaincre nos directeurs de dire bon, maintenant la coupe est pleine, l'État se fout de nous,
Donc on va tous se mettre main dans la main. Si on se divise, c'est le meilleur moyen qu'on n'obtienne rien. Macron lui avait pas mis dans sa campagne qu'il allait faire un projet de loi sur les personnes âgées. Hein. Je pense qu'il s'en serait bien passé. Les personnes âgées, c'est lent. La personne âgée, c'est pas start-up, c'est pas dans le sens de ce qu'il veut faire le gouvernement. Donc nous, on pense, lorsqu'on se mobilise, les médias réagissent. Alors, tout le monde a parlé d'EHPAD bashing, nous on n'y croit pas, hein, ça c'est un gars. Dans les EHPAD, il se passe aussi des mauvaises choses. Il faut montrer ces choses. Et les médias ont pris la main là-dessus. C'est comme tout. Ils vont dans les urgences quand il y a le problème des urgences. Ils vont voir les gens sur les brancards. Ils vont voir les médecins qui sont au bord du suicide, etc. Donc les médias font leur job. Alors ils le font avec plus ou moins de sérieux, avec plus ou moins de sensations, etc. Mais ils font leur boulot. Donc les pas de bashing, c'est faux. Les médias, il faut qu'on les utilise. Il faut qu'ils soient avec nous. Si les médias n'avaient pas poussé le truc, n'avaient pas forcé le trait et n'avaient pas mis en avant tout ce que l'on faisait avec la manifestation, ben, il n'y aurait pas de loi là pour le gouvernement. Donc là, Agnès Buzyn a annoncé une loi. Alors, on a fait une concertation depuis 1 an. Bon, on tape, c'est bien de faire une concertation. Maintenant, il va falloir des résultats concrets. Et je vous dirais qu'il y a une annonce qui a été faite aussi de sa part chez Bourdin il y a 2 jours en disant que la loi de financement de la Sécu allait déjà pouvoir débloquer certains postes. On attend de voir, mais donc quand on pense que quand même quand on bouge et quand on est solidaire, on est soudé, on peut faire bouger les lignes. Donc ça véritablement, on est convaincus. Donc on m'a demandé d'intervenir sur le sujet les femmes au cœur des enjeux. Alors, moi, je suis pas spécialiste sur le sujet des femmes. Par contre, c'est vrai que dans notre secteur, il y a 80% de femmes. 80% de femmes qui travaillent dans l'établissement, 80% de femmes qui travaillent dans les services à domicile, 80% des résidents des gens à domicile, ce sont des femmes. 80% des ministres qui nous ont précédés sont des femmes. Et là, 80% dans la salle, vous êtes des femmes. Oui, c'est ça. Ça, c'est sociologique. Ça, c'est sociologique. Mais posons-nous cette question. Hein. À mon avis, c'est là où je vois quelque chose d'important. Donc je pense que, là je dirais, je vais juste changer à la marge, Caron, le titre, c'est, je dirais, les femmes au cœur d'un sujet de société hyper important et qui va se décomposer en 2 axes. Ce point-là, c'est un enjeu sociétal, un enjeu de société et un enjeu social. Je serai plus rapide sur l'enjeu social parce qu'on comprendra que créer des emplois dans un secteur où on a des métiers qui ont du sens, ça va de soi, mais c'est 50% pour moi de l'intérêt de se mobiliser sur ce secteur. Sur le sujet sociétal, en lien avec les femmes, avec les expériences que vous avez données, la femme, effectivement, est conditionnée dans notre société pour être une aidante du quotidien, une soignante au sens du terme, prendre soin au quotidien. Mais peu importe le statut, depuis sa naissance à sa mort. Quand elle est jeune, la femme, c'est la fille qui va donner des coups de main aux parents pour faire les tâches ménagères, etc. C'est la sœur qui prend soin du petit frère. Après, elle devient épouse, elle prend soin du mari. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire des enfants. Elle va avant tout s'occuper des enfants, plus que le mari. Les choses changent, mais c'est très long de changer ces choses. Et puis après, lorsqu'elle arrive à 70, 75 ans, elle devient aidante, avec un statut d'aidante, qui ne lui donne aucun moyen financier à ce stade. Un statut d'aidante pour ses parents. Et après, lorsqu'elle devient, et qu'elle a besoin d'être aidée, et bien la société dit, vous nous avez aidé toute notre vie, mais on ne va pas vous aider. On ne va pas mettre les moyens pour vous aider. Et le peu de moyens qu'on va mettre, évidemment, c'est des femmes qui vont vous aider. Puisque dans les maisons de retraite et dans les services à domicile, ce sont des femmes. Donc la société, à notre sens, ne joue pas son rôle de solidarité vis-à-vis des femmes qui ont bossé toute leur vie à prendre soin de chacun d'entre nous. Et moi, je pense vraiment, je suis persuadé qu'au-delà des différences salariales qui doivent être gommées, hier j'entendais 17%, c'est pas normal. 40% aujourd'hui sur la retraite, pour les raisons.
Et vous avez raison de dire qu'on ne va pas arriver à 17%, puisque les femmes, elles arrêtent leur carrière, donc elles ne vont pas avoir une retraite à taux plein. Donc on va être toujours, notre ma génération, il y aura toujours un écart de 30% arrivé à la retraite. Donc ces femmes qui vont être démunies financièrement arriver à la retraite n'ont même pas des conditions par rapport à nos voisins européens d'accompagnement digne. Aujourd'hui, on est à 6 salariés dans un établissement pour 10 résidents, alors que chez nos voisins européens, on est entre 8 et 10. En fait, on est sur du 1 pour 1. Donc là, vous verrez, c'est une des revendications majeures que l'on porte avec l'intersyndicat. Donc nous, là, je pense qu'on touche quelque chose du doigt. Donc, pour revenir aussi, madame, sur ce que vous disiez tout à l'heure, je suis allé récupérer certains chiffres hier soir. L'espérance de vie à la naissance, alors j'ai arrondi, pour une femme, c'est 85 ans. Pour un homme, c'est 80 ans. 5 ans d'écart. L'espérance de vie à 65 ans, ça veut dire qu'on a déjà évité tous les accidents de la vie, le crash en voiture, l'accident cardiaque et le cancer, l'espérance de vie, donc à 65 ans pour une femme, elle est de 25 ans. Donc quand j'ai dépassé 65 ans, je peux espérer vivre jusqu'à 90 ans. Et chez l'homme, il est de 20 ans, donc je peux espérer vivre jusqu'à 85 ans. Donc il y a toujours cet écart de 5 ans. La seule chose sur laquelle ils sont égaux, c'est l'espérance de vie à 65 ans. Entre hommes et femmes, c'est la même chose sans incapacité, en bonne santé. Sans incapacité, c'est 10 ans à 65 ans. Donc c'est jusqu'à 75 ans. Pour les hommes et pour les femmes. C'est pareil. Donc ce que disait madame, vous avez raison. C'est-à-dire que les femmes, elles vont rester plus longtemps en incapacité que les hommes. Et donc c'est pour ça qu'elles font le mieux. Elles vont rester en moyenne, elles vont rester 15 ans. 15 ans d'incapacité en moyenne, pendant que les hommes, ça sera 10 ans. Donc le seul moment où elles sont égaux, c'est à leur défaveur. Donc là, elles vont rester plus longtemps en mauvaise santé et on ne va pas les aider. Alors qu'elles vont aider jusqu'au moment où elles sont pendant les 75 premières années. Donc ça, on pense que c'est quelque chose qui doit être combattu véritablement. Deuxième point sur l'enjeu de société, vous mettez en place, c'est l'agisme. C'est la discrimination par l'âge. C'est quelque chose que l'on ne voit pas, mais que l'on fait au quotidien, et tous, chacun d'entre nous, on fait ces erreurs. Ça commence par la terminologie. EHPAD, vous n'entendrez plus dans ma bouche, normalement je ne dois pas le dire. Pour moi, c'est des établissements pour personnes âgées, des maisons de retraite. EHPAD, il y a le D de dépendant. Personne âgée n'est pas dépendante. Dépendant, c'est dévalorisant. Dépendante, c'est dire qu'elles ont besoin de nous, c'est une charge. Non, personne âgée, elle est fragile, elle est fragilisée par la vie, si vous voulez, elle est plus vulnérable que quelqu'un d'autre, mais elle n'est pas dépendante. Et donc ça commence par les mots. Il y a plein de mots qu'on dit comme ça. La société, aujourd'hui, ça ne dérange pas d'avoir des pubs avec une crème anti-âge. Une crème anti-âge, lutter contre l'âge. Et on va tous prendre, quand on vous fête votre anniversaire, vous dites, t'as quel âge? Ah non, je ne te dirai pas. C'est complètement idiot. Chacun d'entre nous, là dans la salle, l'année prochaine, il aura un an de plus. Et alors, si je prends ma vie comme ça, c'est prendre la vie dans un mauvais sens. De toute façon, c'est inévitable, on va prendre un an tous les ans. Et bien, soyons contents et voyons les choses que je serai. Peut-être que dans 10 ans, je vais courir moins vite ou plus du tout, mais par contre, j'aurai appris d'autres choses, je serai enrichi de plein de choses. Et donc, la vie, elle va comme ça. Dans nos sociétés, non, on n'accepte pas. On voit un copain qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ah putain, t'as pas pris une ride. Ah, t'as pas fini. Ah si, pourquoi tu mens? Donc ça c'est des choses qu'on ne s'en rend pas compte. Mais ça, c'est des petites choses, des choses plus graves. On accepte aujourd'hui d'avoir des dizaines de milliers de morts, dès qu'il y a une grippe chez les personnes âgées. On acceptera chez des enfants, les enfants ils sont plus aussi fragiles. Il y aurait 10 millions morts par an chez des enfants ou chez des personnes en situation de handicap. On n'accepte
n'accepterait pas ça en France. On accepte. Bah, 10 000 morts, c'est juste des chiffres. Elle annonce 10 000 morts. Là, la canicule, bon, bah, elle annonce ses chiffres 15. Oh, ça devra aller. Mais ça veut dire quoi? 7 000 morts, c'est bien? 10 000 morts, c'est bien? 1000 morts, c'est bien? Non. C'est pas... Et ça, on accepte. On donne les chiffres, et pour nous, c'est inéluctable. Dans une société qui prend soin des données, c'est aussi une société qui groupe, quoi, qui fait sens. Et donc là, ça, c'est des choses plus graves. Pour nous, et c'est là qu'on voit qu'il y a la chose. Alors nous, on est content, l'Europe a dit des choses très bien, elle a mis dans ses traités, le traité d'Amsterdam, l'article 13, l'agisme comme une discrimination au même titre que les autres discriminations. Il y a même un rapport de l'OMS de 2015 qui dit que l'agisme, c'est plus universel comme discrimination que le sexisme et le racisme. Donc, il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup de choses à ce stade. On a réussi à faire qu'il y ait une députée, Schubert, que le Premier ministre a lancé elle va faire un rapport en gros sur l'image des aînés en France. Bon, on verra bien ce qui en sortira. Nous, on est pour faire un grand plan de communication, que l'État fasse un plan de communication de lutte contre la vie. Montrer les vieux, et pas les vieux qui vont bien, qui font la fête, et tout ça, les vrais vieux, quoi, les vieux qui sont dans nos établissements, les vieux qui sont accompagnés à domicile. Voilà. Ça c'est la vie qu'on ne perçoit pas, on en rigole, et c'est une réalité du quotidien qui exclut complètement un groupe de la société. Il n'y a pas un groupe aujourd'hui qui ne sont exclus, c'est les personnes âgées vulnérables. Aucun. On ne les montre pas, on ne les sort pas, on ne les voit pas dans les villes. Il n'y a pas d'aide technique pour elles. Vous allez dans les pays du Nord, vous avez des vieux, scooters, machin, gros trucs, ils ont leur adapté à leur pathologie, ils peuvent sortir dans la ville, il y a des gens qui les accompagnent. Nous, on ne les voit pas. Si demain, je suis une personne âgée, je perds ma mobilité physique, on vient m'aider à domicile, mais on ne vient pas m'aider à sortir une fois par semaine pour aller rien que sur le marché. Non. C'est pas normal ça. Et ça doit être combattu. Même nous, pour que ce soit combattu, et on pense que ça doit être vraiment un truc dans notre tête pour vraiment voir les choses autrement. On ne doit pas accepter ça. C'est pas acceptable. Troisième point sur l'enjeu de société, je dirais en fait c'est soigner notre démocratie. C'est-à-dire que aujourd'hui, les minorités silencieuses, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Bon, ils ont voulu parler directement, ils se sentaient oubliés, ils se sont exprimés. Les personnes âgées, elles ont besoin de s'exprimer, d'avoir des représentants qui leur ressemblent. Des vieux monsieur, des vieilles dames, qui puissent parler du vieillissement, de ce qu'elles vivent. Nous, on a fait une petite association à côté qui s'appelle Citoyennage il y a 20 ans, où on fait parler des personnes âgées qui viennent des établissements, qui viennent du domicile, où ils font des séminaires, où ils parlent. Mais là, maintenant, on essaie de les faire parler dans les instances politiques. C'est plus dur, au ministère, etc. Mais pourquoi c'est plus dur? Parce qu'il faut l'accompagner. Une personne âgée qui n'a pas sa pleine autonomie, pour une réunion qui dure 5 heures, il faut l'aider à la préparer, la réunion. Il faut éventuellement qu'elle soit lue. Il faut éventuellement qu'il y ait quelqu'un à côté qui l'aide et pour lui passer les... Il faut faire comme une personne en situation de handicap. On a fait une réunion un jour avec le secteur du handicap, ce qui nous avait vraiment choqué, c'est que pour toutes les personnes âgées, c'était que des gens comme moi qui parlaient à leur place. Voilà. Non mais c'est vrai. Des gens qui étaient, qui connaissaient par cœur. Et puis pour la section du handicap, il y avait une seule personne, et c'était une personne en situation de handicap. Elle était accompagnée de 2 personnes. Une personne qui l'avait aidé à se déplacer, et une personne qui l'aidait à parler et qui relisait ses mots parce qu'elle avait un train de déficit. Ça, là, on est un petit peu, voilà. Voilà la différence. Nous, on s'appuie dans le discours sur ce que disent des personnes âgées de citoyennage. Mais, pour autant, ça serait mieux que ce soit elle directement qui puisse l'exprimer. Donc, et la politique en faveur des personnes âgées, elle a été créée comme ça. Elle n'a pas été créée c'est pas de la malveillance au départ. C'est de dire, les personnes âgées, elles peuvent plus s'exprimer, elles n'ont plus leur consentement, elles n'ont plus toute leur tête, mais on va les protéger, on va les sécuriser.
puisque ce sont nos aînés. On va les sécuriser. Et c'est pour ça qu'on a créé ces établissements pour personnes âgées, dont je tairai le nom qui finit par AD, où c'est ultra sécurisé. Il y a des normes de partout. On n'a pas le droit de manger des œufs. On n'a pas le droit de boire plus de 2 verres dans certains établissements parce que voilà, les pauvres veulent chanter, c'est pas le droit de nous boire de tout. Mais c'est très normé, très froid. Des blouses blanches. C'est fini les blouses blanches dans l'établissement d'orchestral, c'est terminé depuis longtemps. Et les gens n'ont pas envie de finir, ils n'ont pas envie de passer leurs 3 dernières années ou 4 années de leur vie avec des blouses blanches. Je veux dire que le personnel dise ah oui, mais je suis un professionnel, oui, mais une personne âgée, elle a envie de voir des chariots toutes les 2 minutes passer, elle a envie d'être chez elle. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez raison, madame. Il faut promouvoir l'aide à domicile. Ça, c'est très important. Mais on ne va pas penser que c'est la seule solution. Il y a forcément déjà des gens qui vont se faire plus sécuriser, qui auront besoin de ne pas rester toute seule, parce qu'une personne âgée aujourd'hui à domicile, elle reste 23 heures sur 24 toute seule. Donc, il y a certaines personnes qui sont comme ça, qui ont été tout seules, je pense qu'elles peuvent passer longtemps d'ailleurs, qui aimeront rester chez eux, et puis il y en a certaines qui ont envie de faire des découvries, qui ont envie même de rencontrer des gens, et donc les établissements, mais ces établissements doivent se transformer. Il y a besoin de vrais logements, avec des activités sociales, avec des choses comme ça. Mais arrêtons le modèle trop sanitaire. Donc là, ça c'est la façon dont on voit les choses. Donc voilà, sur l'enjeu de société, pour moi, il y a un enjeu majeur. Et moi, je suis content que vous ayez une cellule qui s'occupe de ça, que Mme Caro s'investisse là-dedans, puisque pour moi, c'est essentiel. Si on comprend ça, on comprend qu'il y a une possibilité de recréer un corps social et de remettre un groupe qui était exclu au cœur de la société. Et en même temps, ça peut avoir du sens. Et après, voilà, comme je vous ai dit, je pense qu'il va y avoir 5 minutes, il y a un enjeu social évident et on va créer des centaines de milliers d'emplois dans les prochaines années et faire reculer le chômage avec des emplois non délocalisables. On ne va pas aller dire aux gens d'aller travailler dans les pays européens, ils vont travailler dans les maisons de retraite et dans les services à domicile ou au domicile des Français. Donc ça, c'est très important. On va créer de l'emploi et puis on va créer des emplois qui ont du sens. Aujourd'hui, le tertiaire, il a pris toute la place en mettant de côté le milieu agricole et l'industrie. Donc le tertiaire, mais quel tertiaire? Si c'est le tertiaire au sens du service, type Amazon, type, je sais pas, la maison de chaussures, en Chine qui sont, voilà, c'est aussi bien pour le salarié, ça n'a aucun sens. Le type, il rentre chez lui, au bout de 10 ans, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ça n'a pas de sens ce que je fais. Et donc, nous, on pense que si on crée ces emplois-là, aider les personnes, déjà, ça va avoir un sens pour aller récupérer des gens et leur permettre de s'exprimer et de revenir dans le corps social. Et puis, ça va aider des jeunes qui ne savent pas quoi faire à avoir une carrière et se dire en rentrant chez eux, putain, ce que j'ai fait, ça a un sens. Dans les 10 dernières années, ça a vraiment un sens. Donc là, nous, on pense vraiment qu'au niveau social, si on s'investit, si le gouvernement s'investit là-dessus, le gouvernement ou un autre, il aura, à mon avis, fait de grandes avancées. Ce qu'on demande dans la loi, alors nous, on y va assez fort, parce que moi, je fais bel effort. On demande le 1 pour 1, ça c'est avec l'intersyndicale. Il faut absolument attendre sur 1 pour 1. Donc, très clairement, une augmentation des salaires vraiment importante et une diminution du reste à charge des personnages. 1 pour 1, c'est un personnel pour un... Voilà. Aujourd'hui, on est à 0,6. Je ne parle pas des soignants. Aujourd'hui, on est à 3,6 soignants pour 10 résidents. Et on est à 6 personnels en tout, en comprenant l'administratif, en comprenant les directeurs, pour 10 résidents. Nous, on demande à passer à 1 pour 1. Et en diversifiant les emplois. Ok, des soignants, mais il faut aussi des animateurs. Alors oui, parce qu'il nous a été rétorqué, mais il n'y en a pas sur le marché.
Il faut les former. Alors déjà, on pense que c'est que l'État organise sous formation, puisque c'est eux qui délivrent le nombre de concours. Donc déjà, l'État est gentil de nous dire il y en a pas sur le marché, alors que c'est nous qui a créé cette sous-formation. Et puis on leur dit, mais s'il y en a tout de suite sur le marché d'autres gens, en attendant que vous étendiez les formations, il y a des animateurs, il y a des psychologues qui sortent de la fac, qui n'ont pas de boulot. Ah, il y en a, allez-y, employez-les. Ah oui, mais vous comprenez, ça ne relève pas de la même enveloppe. Moi j'ai écrit des amendements, regardez, il faut changer 2 lignes et regardez, c'est dans l'enveloppe là maintenant. Donc c'est évidemment des postures qui tiennent depuis très longtemps, c'est toujours le serpent qui se mord la queue en disant on aimerait bien, mais on va vous donner de l'argent, mais on va tout le reprendre. Non, nous on dit que maintenant on peut ouvrir à d'autres types de métiers auprès des personnes âgées. Parce qu'une personne âgée, une fois qu'on l'a bien levé, bien lavé, aidé à manger, donc ce que font essentiellement les aides-soignants et les infirmiers, et qu'on a pris des bonnes cultures, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée? Mais rien du tout. Vous, comme là, aujourd'hui, ce matin, on s'est tous levés, on a tous mangé, mais c'est maintenant qu'on fait quelque chose. Bon, c'est important de manger. Il y a même souvent des gens, mais je l'entends régulièrement. Ah, mais le seul plaisir d'une personne âgée, le seul chose qui leur reste, c'est la nourriture. C'est pas vrai. C'est vrai parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais c'est pas normal. Moi, honnêtement, j'aime bien manger, mais juste pour manger du coup, mais je ne suis pas un gourmet. Je ne suis pas certain que ça va m'amuser. Je ne vais pas devenir un fan de la nourriture arrivé à 85 ans. Donc, je pense qu'il faut dépasser tous ces discours, de dire il faut aller plus loin et dire une personne âgée, elle a besoin de se réaliser. Toujours, même s'il lui reste 3 ans à vivre, elle a besoin d'apporter quelque chose de d'autre, elle a besoin de se réaliser, elle a besoin même de s'amuser dans la journée, elle a besoin de s'éclater. Comme tu dis. Et donc, pour ça, il faut créer un véritable système de compensation des vulnérabilités, c'est-à-dire arrêter avec la part qui finance uniquement les actes de la vie courante, mais passer à quelque chose qui s'apparente plus à ce que fait le secteur du handicap, où vraiment il y a des plans d'aide avec vous, qu'est-ce que vous aimiez faire. Moi j'aimais aller au théâtre 2 fois par semaine. Vous voulez quoi? Une fois par semaine? Une fois par semaine, vous irez au théâtre, quelqu'un viendra vous accompagner et quelqu'un viendra vous rechercher. Vous aimez faire quoi? Moi j'aime bien boire un coup avec les copains le soir. D'accord, vous allez continuer à aller boire un coup avec les copains le soir. Parce que c'est pas parce que vous êtes obligé de rester chez vous, ça ne coûtera rien. Il y a même des gens sans diplôme qui peuvent être accompagnants et puis après s'intéresser au sujet et passer des étapes. Je pense qu'il faut, on pense qu'il faut voir les choses plus loin. Et donc dans l'immédiat par contre, parce qu'on en a marre aussi de faire travailler sur du long terme en disant il y aura la loi, alors, il y aura la concertation, il y aura la loi, les grèves qui ont eu lieu en début 2018. Bon, là on est déjà mi-vers fin 2019. La loi, donc le projet de loi sera déposé 1 an après les grèves. 2 ans, pardon. 2 ans après les grèves. Et pendant ce temps-là, il y a des gens déjà qui sont accompagnés, et puis il y a des salariés aussi, qu'on en a. Comment les grèves, elles ont été suite à quoi? Il y avait une réforme de la tarification qui faisait baisser les effectifs, notamment dans le secteur public. Et il y avait la suppression des employés. Les employés, ça lui sert d'aller. Et donc là, le cumul de tout, on a dit dans la coupe FM. Et donc dans les discussions qu'on a au ministère, on a arrêté d'annoncer des sommes. Le personnel, ce que je veux voir, c'est des postes, des gens. Donc c'est de dire, madame et madame, voilà, c'est vous qui avez créé ces 2 postes. Donc là, on veut 2 postes dans l'immédiat, dès cette année, dans chaque service à domicile et dans chaque établissement. Et après, on va discuter de la loi. Donc là, l'Évidien a fait une annonce chez Bourdin, alors elle a dérapé parce qu'elle va trop vite, mais elle a annoncé que dans le projet de loi de financement de la Sécu, qui sera présenté le 15 juillet, elle annoncerait des postes en plus. Elle annoncerait des postes en plus. Mais combien? Combien? Bourdin lui a dit, alors combien? À quel prix? Je ne sais pas. Voilà tout ce que je voulais vous dire à peu près. Et puis, si on peut changer après. Voilà. On a tout, même